remercier les organisateurs Belle et Yoko qui m'ont soutenu pour participer à ce festival. Je présente surtout ma reconnaissance à Manuel d'avoir accepté d'être ici avec moi aujourd'hui. Je suis très honorée d'être à ses côtés. Le travail de Manuel sur l'histoire des objets de la seconde moitié du XIXe siècle est crucial pour mieux comprendre la collection de Clémence Dennery sur l'angle socio-culturel de l'époque et pour mettre en lumière le geste de collectionneuse. Je présente brièvement la collectionneuse et le musée. Le musée Dennery est installé dans l'hôtel particulier où vécut le couple Dennery, situé sur l'avenue Foch, anciennement l'avenue de Bois de Boulogne, dans le 16e arrondissement de Paris. Je montre la photo. Ça, c'est la première galerie. Et la deuxième galerie. Et la troisième galerie. Et c'est composé en 4 galeries. C'est probablement le musée le moins connu des musées parisiens, mais c'est un lieu tout à fait exceptionnel qui garde jusqu'à aujourd'hui l'ambiance et la couleur de l'époque où la collection était une coutume sociale pour les Parisiennes et pour les Parisiens. Après la disparition du couple, le dormeur et les objets ont été légués à l'État français et sont attachés au musée Guimet depuis qu'ils ont été constitués au musée en 1908. Nous ne pouvons visiter le musée que sur la réservation auprès du musée Guimet du fait de la fragilité du lieu. Clémence le Carpentier des Granges Dennery est née en 1823 et morte en 1898. Son mari, Adolphe-Philippe Dennery, est né en 1811 et décédé en 1899. Elle était surnommée Gisette dans la société mondaine. Adolphe-Philippe Dennery, second mari de Clémence, était un écrivain prolifique et en vogue à l'époque. Il écrit dans ces genres aussi différents que la presse, le roman policier ou la dramaturgie. Deux de ses créations les plus connues aujourd'hui encore, Les Deux orphelins et Le Tour du monde en 80 jours, qu'il a coécrit avec son ami Jules Verne. Ce dernier sera d'ailleurs témoin lors du mariage d'Adolphe et Clémence. Adolphe Dennery fut également metteur en scène d'opéra et d'opéra comique. Il a également été maire de Cabourg de 1855 à 1864. Le couple Dennery se marie en 1881, un an tout juste après le décès du premier mari de Clémence. Clémence était alors âgée de 57 ans et Adolphe de 69 ans. Il avait été amant pendant près de 30 ans. Quelques années avant, le couple achète des parcelles afin de construire leur demeure. Bon, je commence par quelques mots de Clémence Dennery au sujet de sa collection restitue dans le journal La Justice le 15 décembre 1893. L'article fut publié le lendemain de la venue à l'hôtel particulier de Eugène Spuller, alors ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, venu pour découvrir la collection de Clémence Dennery et prendre acte de son souhait de léguer sa collection à l'État français. Clémence, accompagnée des conservateurs du musée Guimet, Émile Deshaies, futur conservateur du musée Dennery, et Léon-Joseph de Milouet, accueillit le ministre avec un humeur joyeux et excité. Je cite. « Oh, l'histoire de mon musée, disait-elle, en allant de vitrine en vitrine. Toute jeune fille, j'aimais les chimères, c'était de mon âge, n'est-ce pas? J'ai gardé mes amours de jeunesse, je les garderai toujours. Tenez, voyez, si j'avais un bon goût, voilà les chimères de toute une vie. Il y en a toutes les formes et de toutes les couleurs. Je suis une parfaite ignorante. La science est l'affaire de ces messieurs de musée Guimet. Ils savent le nom d'auteur de tout cela. Ils connaissaient les dates et les écoles. Moi, je ne sais rien. Moi, j'ai voulu le composer un beau spectacle. Je me suis fait poème de couleur.
Et aujourd'hui, avec Manuel, on a choisi les 3 thèmes pour parler. D'abord, c'est la mise en scène. Deuxième, c'est le genre. Troisième, la commerce. Donc, je commence d'abord la question de mise en scène. Il s'agit du musée d'Ennery. Le musée est aménagé au premier étage et composé en 4 galeries. Je montre. Et donc, ça c'est première galerie, deuxième galerie, troisième, quatrième. Selon le témoignage de Émile Udet, ces galeries ont été faites en 3 étapes, en 1875, 1886 et 1895. Lors de la construction de l'hôtel particulier en 1875, il n'y avait qu'une seule pièce dédiée à la collection. Le couple s'y s'installe en 1879 selon Day, étant donné que la collection ne cesse de s'agrandir par les acquisitions de Clémence. La galerie fut prolongée en 1886. C'est Day qui utilise le mot prolongé dans son explication. Cette seconde salle était insuffisante pour présenter de manière convenable la collection. Un 3e aménagement a été fait en 1895. Clémence a annoncé publiquement la dotation de la collection avec son hôtel particulier à l'État français en 1894. Le projet de la construction de la 4e galerie avait pour objectif clair d'acquérir le public. Cela nous aide à comprendre le caractère plus décoratif et plus théâtral de cette galerie ornée de 2 grands miroirs. Dans les archives du musée Guimet, nous trouvons de nombreuses factures de tapissiers menuisiers. Toutes ces factures sont destinées à Clémence, la maîtresse de maison. L'un des prestataires est Mazaros Libalier, installé 94 boulevard Richard de Lenoir du 11e arrondissement de Paris, et l'autre est Gabriel Biardot, installé 36 rue Amelot dans le même arrondissement. En étudiant ces factures, nous pouvons trouver quelques informations intéressantes. La première commande de Clémence à Mazaros Libalier fut une installation de sa chambre faite en 1877. D'ailleurs, l'adresse n'est pas celle de l'hôtel particulier du couple, mais au 4 avenue d'Ilo, près de Trocadéro. Cette information suppose que le couple d'Ennery a vécu pendant quelque temps dans ce lieu avant le déménagement à l'avenue de Bois de Boulogne. Les mois de janvier, juillet et août 1878, son adresse est 55 Bois de Boulogne. Et à partir de septembre, son domicile est la même adresse que le maintenant. Je ne sais pas si c'est une simple erreur ou le signe d'un mouvement. Deuxième point, c'est du mois de septembre 1877 au mois de novembre en 1879, et le commande à Mazaros Libalier un volume conséquent de biens et de travaux pour un montant tout aussi important. 18 pages de facture pour un total de 19 561 francs. Il doit s'agir de mobilier pour l'installation de son hôtel particulier. Le témoignage de Day selon lequel le couple s'installe en 1879, c'est un peu près fiable. Depuis facture de Mazaros Libalier se trouve la signature de P. Mazaros. Il s'agit probablement de Paul Mazaros, un ébéniste connu à l'époque. Nous trouvons une photo de la création de Atelier Mazaros Libalier. Nous trouvons une photo de la création de l'atelier Mazaros Libalier de la salle à manger d'honneur de l'hôtel de Paris, en chêne, sculpté par Mazaros Libalier. C'est une découverte durant ma préparation pour cette intervention. Il faut bien sûr de plus de vérification, mais elle lui commande de fabriquer une cheminée. Ce n'est qu'une purement hypothèse.
en regardant... Attends, je suis désolée. Ah oui, je coupe. Ça, c'est la photo qui a été prise à l'entour de 1999. Et c'était juste avant que le DR aménage l'espace pour le musée. Donc c'était plutôt à l'origine de l'hôtel particulier, juste après la décès de Clémence Dennery. Voilà. Donc, c'est une découverte durant ma présentation pour cette intervention, la facture de Mazaros Libalier. Donc il faut bien sûr plus de vérification, mais elle lui commande de fabriquer une cheminée. Ce n'est qu'une purement hypothèse. En regardant leur création conservée au Amsterdam Museum, cette hypothèse, nous pouvons remarquer quand même quelques similitudes. Mais après 1884, elle ne lui commande plus de grands aménagements. Le dernier service effectué par Mazaros Libalier chez le couple Dennery fut de démonter une armoire de rez-de-chaussée et pour le faire monter au premier étage. À partir de 1891, Clémence commence à commander des ameublements à Gabriel Biardot, ébéniste de style éclectique Euro-Extrême-Orient, qui a créé et exposé des créations de style sino-japonais en 1878 à l'exposition universelle. Pour ce travail, il a été récompensé d'une médaille d'argent. L'accrochage de la 13e galerie et la plupart de vitrines style sino-japonais ont été faites par lui. Donc le mur, l'accrochage a été par Biardot. Pour ce fait, on voit que c'est dans les années 80 que Clémence a commencé à donner un style, une ambiance asiatique à son intérieur et à la mise en place de la 4e galerie. C'est justement à cette période que les objets de l'Extrême-Orient, notamment des objets de l'art décoratif japonais, ont envahi la capitale. Pour confier ces objets et son hôtel particulier, Clémence a formulé dans son testament la demande suivante. Les objets de la collection devront être présentés dans l'organisation où ils se trouveront au moment de mon décès. En 1900, DR racontait à un journaliste que les galeries sont encore dans l'état où elles étaient quand le couple était vivant. Mais le conservateur a modifié toute la scénographie de l'espace muséal pour le nouvel musée. Du coup, je montre. C'est quand même très différent. Il nous est donc impossible de savoir comment Clémence a arrangé ses objets et ses espaces à origine. Au moment de l'ouverture du musée, D a publié un petit guide illustré du musée Dennery et a expliqué la classification de toutes les vitrines et hors vitrines sur les murs. Il a aussi apposé des annotations à même les vitrines, mais l'organisation faite par D a été changée par ses successeurs. Cependant, étant donné que Clémence a acheté les objets en série, la scénographie voulue pour le lieu est imaginable à travers notamment les vitrines de Netscape. Les petites figurines sont disposées dans l'escalier pour que la figure de chacun soit visible. Biardot a travaillé étroitement avec la collectionneuse pour la fabrication de vitrines. Les deux grandes glaces de bambou et dragon étaient idées de Adolphe. Il a préparé le dessin et a confié à Biardot le soin de créer un espace à l'ambiance exotique pour le regard occidental. L'accrochage des objets variés sur les murs a été fait par Biardot. C'est une des rares parties de la scénographie qui reste inchangée depuis la naissance du musée Dennery. Vous voyez, c'est ça. Vous voyez, cette partie-là, ça n'a pas été changé.
Le simple facture d'achat de Clémence Dennery nous donne autant d'informations pour comprendre le geste de la création de l'espace des objets. Oui, non, on peut juste pour appuyer quelques éléments que tu montrais. D'abord dire que c'est rare d'avoir sur un intérieur de collectionneurs ou de collectionneuses, ils sont très nombreux au 19e siècle, autant de documentation, notamment photographique, même si on aime se faire photographier et faire photographier ses collections, c'est rare d'avoir un inventaire aussi précis. Ça souligne deux choses, vous l'avez vu, et tu l'as très bien dit dès le début, cette espèce d'extension du bâtiment là, continue des galeries. Ça dit bien le projet de la collection à ce moment-là, qui est un projet d'accumulation quand même, et qui ne s'arrête en fait cette accumulation qu'avec le décès de la personne. C'est assez courant, je sais que même dans des familles bourgeoises un peu plus modestes, si le terme veut dire quelque chose, en tout cas moins riches, on a la même logique d'extension et de caractère très envahissant des collections qu'on va devoir du coup réorganiser. Et tu l'as dit, la présence permanente des tapissiers est essentielle à mon avis, mais c'est essentiel pour gérer ce trop-plein permanent, ce débordement permanent de bibelots. On a, je ne sais plus si tu l'as dit au début, pardon, mais en tout cas tu me le disais, on a plus de 7000 pièces qui sont identifiées comme étant sino-japonaises, comme tu dis. Donc vous voyez qu'il y a une prolifération nette et qu'il faut en permanence organiser ce divers et ce bazar et trouver effectivement des solutions, des escaliers, des replis, des choses qui se déplient. Ce qui est frappant aussi, c'est la présence donc, à la fois des tapissiers et des ébénistes pour produire du mobilier spécialisé. Ça nous paraît une évidence, la vitrine, d'autant qu'on regarde cette collection depuis un musée. Il ne faut pas oublier donc qu'avant d'être un musée, ce n'était pas du tout un musée, c'était un intérieur. Et que les vitrines sont assez récentes, elles se diffusent à partir des années 1830-1840, et donc elles ont déjà une quarantaine d'années, donc c'est déjà assez diffus, mais on est encore dans l'invention de différentes formes de vitrines, des vitrines à plat, des vitrines relevées, des vitrines avec transparence où on va pouvoir tourner autour, et c'est assez marrant de voir là tous les ébénistes travailler avec, vous l'avez vu, du faux bambou, de la nacre, etc., pour créer un espèce de mobilier qui fondrait dans le décor les bibelots. J'y insiste un peu, l'idée, et c'est le rêve un peu là en fait, le rêve réalisé de beaucoup de collectionneurs au 19e siècle, qui est de fondre dans l'espace architectural, d'arriver à fusionner dans un même espace l'architecture et les bibelots, et du coup vous le devinez, entre les deux il y a tout le mobilier, il y a tous les tapis, etc. D'où la présence des tapissiers. Encore une fois, c'est le moment où s'invente le tapissier décorateur. C'est-à-dire qu'avant, on a le tapissier qui fait des meubles, qui répare des meubles, qui met du tissu, des coussins, des élastiques, c'est-à-dire des ressorts. Et puis l'architecte qui va s'occuper des décors. Et à partir en gros des années 1850, pour dire les choses rapidement, on a le tapissier décorateur, c'est-à-dire l'homme de goût qui va comprendre qu'il faut être là quasi au quotidien. Et chez Dennery, alors j'ai pas vu toutes les factures, mais il est là très souvent, et dans toutes les comptabilités bourgeoises, on se rend compte qu'il est là facilement une fois par semaine pour réparer des choses, pour ranger, pour aider à intégrer un nouvel achat, le redisposer correctement. Donc voilà, c'est vraiment un scénographe de la vie quotidienne. Donc c'est très frappant là, cette espèce de mise en cohérence impossible, vous l'avez compris, inachevée, et puis en plus ruinée ensuite par ça vous met en garde contre les testaments, ruiné ensuite par un conservateur. Et voilà, donc il y a toute cette activité. Ce qu'on peut signaler aussi, et ce qui est assez marrant, on en parlait juste avant ta conférence, Mazaros Ribaillé, par exemple, c'est à la fois quelqu'un qui est spécialisé dans la vente d'antiquités, c'est-à-dire qu'il propose des antiquités, il propose des meubles de sa création, et puis il propose des copies d'antiquités. C'est même sa principale activité, c'est de copier des antiquités. Donc vous allez choisir un meuble ancien, et il va vous en faire une copie plus ou moins adaptée, et notamment pour les vitrines, très adaptée aux besoins. Et puis dernière chose qui est très frappante à mon avis dans ce musée, et ça se voit très bien dans ce que tu montres, dans tout ce que tu dis, c'est aussi le 19e siècle qui rêve le 18e siècle, qui se rêve comme un 18e siècle, c'est-à-dire que quel est le style du coup qu'on adopte, soit on fait dans la chinoiserie, la japonaiserie, soit on fait dans le Louis XV.
Et il y a cette idée que le Louis XV est une sorte de style naturel qui va avec l'Asie. Et voilà, donc on est dans l'espace un peu d'emboîtement quand même. C'est, vous voyez, le 19e siècle qui se rêve comme un 18e siècle qui lui-même a rêvé un Extrême-Orient. Et puis comme vous le savez, l'Orient est mystérieux, l'Extrême-Orient est extrêmement mystérieux. Donc on a une espèce de fusion comme ça, imaginaire assez étonnante avec, voilà, vous voyez, une espèce de mise en résonance qui peut apparaître à nos yeux comme une sorte de capharnaüm. Mais encore une fois, imaginez, organiser dans ces espaces 7000 bibelots, sans compter le mobilier ordinaire et des dizaines et des dizaines de meubles, font qu'effectivement les tapissiers décorateurs deviennent absolument essentiels dans cette orchestration du quotidien. Peut-être je laisse la parole pour la suite et puis on reviendra, on ait le temps de discuter à la fin. Donc, le deuxième point, c'est le genre du... Le musée conserve des objets de l'art décoratif issus majoritairement de la Chine et du Japon. Les visiteurs peuvent découvrir des miniatures appelées netsuke, c'est ça, une sorte de bouton japonais, des statuettes, boutons japonais, et des statuettes d'animaux et de créatures mythiques de taille modeste à moyenne, des personnages issus des légendes, des mythes. Oui, je commence. Le musée observe, les visiteurs peuvent découvrir des miniatures appelées netsuke, une sorte de bouton japonais, des statuettes d'animaux et de créatures mythiques de taille modeste à moyenne, des personnages issus des légendes, des mythes et des folklores asiatiques, ainsi que divers objets décoratifs de toute matière venant de l'extrême-orient. Ah, pardon. Tous ces objets sont présentés pêle-mêle dans les galeries du musée. Dès l'ouverture du musée en 1808, deux opinions s'opposent dans la presse. Pour les unes, c'est Adolphe Philippe qui est à l'origine de la collection. Pour les autres, c'est Clémence. En réalité, Adolphe Philippe n'a aucun intérêt pour la collection d'objets, mais elle lui est parfois attribuée des ouvertures de musée. Les journaux parlent du bon collectionneur fur Adolphe Dennery, ou encore le collectionneur avec beaucoup de sagesse, pour valoriser les objets. Par contre, lorsque les journaux rattachent les objets à Clémence, c'est plus généralement pour en critiquer la qualité et va apparaître un tout autre lexique comme pacotille ou sans valeur. Clémence fut même surnommée dans la presse de femme tyrannique régnant sur ses bibelots. La mise en scène du musée lui-même est assez surprenante sur cette question. Lorsque nous visitons le musée, le buste d'écrivain protégé par deux chimères accueillit les visiteurs à l'entrée. Dans la deuxième galerie se trouve un autre buste de dramaturge. Il trône au-dessus de la cheminée comme un roi sur son royaume, majestueux au-dessus de l'espace muséal. Mais en fait, au début de l'histoire du musée, c'était une statuette de chimère qui se trouvait là. En fait, cette partie-là, ce n'est pas le buste de Adolphe Philippe Dennery. Vous voyez? Donc, j'éloigne un petit peu pour l'histoire du buste de Philippe Dennery pour expliquer pourquoi c'était chimère. La plupart des chimères de Clémence sont des statuettes de taille menue et matière et couleurs variées. En Europe, les chimères sont liées à la mythologie grecque dans laquelle cet animal a généralement une allure relevant à moitié de lion et à moitié de la chèvre. En Asie, la chimère prend une figure d'un lion qui va souvent de pair avec le chien faux. Clémence le dit à plusieurs reprises, le chimère est son objet préféré, tout comme le chien semble être son animal préféré.
Dans la presse, nous trouvons plusieurs occurrences sur le chien de Clémence, son comportement parfois inapproprié, sa tendance à faire pipi dans les appartements et son attitude câline. Adolphe n'aime pas le promener. Clémence a traité son chien comme son bébé. Ces histoires privées ne sont que des anecdotes, mais elles éclairent le choix des objets faits par la collectionneuse et pour nous rendre suspicieux quant à ce qui a pu motiver le remplacement de cette magnifique chimère par le buste d'Adolphe. Une volonté probable d'imposer la présence de l'homme et de voir le musée attaché à son identité. Cette mise en scène du musée provoque une confusion quant à l'instigateur de la collection et du musée. La notoriété d'Adolphe renforce cette idée. Nous notons aussi que l'exécution testamentaire de Clémence, léguant ses biens à l'État, ne devait prendre effet qu'après la mort de son mari. À cela s'ajoute le long procès juridique engagé par la fille naturelle de Adolphe Philippe, Madame Leroux, opposée à la délivrance des legs dans le testament et souhaitant les récupérer. Cela retardera l'ouverture du musée et créa dans l'esprit un trouble quant à l'instigatrice et la détentrice de la collection, et le nom de Clémence s'estompa un ton. Mais ces raisons ne sont pas les seules. Selon la grande encyclopédie, le mot bibelot, désignant en 1885, ça c'est la citation de Manuel que je cite, ce terme qui originairement servait à désigner un assemblage d'objets très divers, petits et de minces valeurs, et aujourd'hui employé généralement par les amateurs et les antiquitaires dans le sens d'objets d'art curieux et vus. Cette idée de se valoriser de mots bibelot peut trouver assez facilement dans les écritures de l'époque. Par exemple, Edmond de Goncourt dit dans le journal ouvertement « La littérature, c'est ma saine maîtresse. Les bibelots, c'est ma putain. Pour entretenir cette dernière, jamais la saine maîtrise n'en souffrira. » Le règne du bibelot, c'est l'image de la collectionneuse. À l'époque où la collection est une pratique répandue dans une large part de la société parisienne, le bibelot était ainsi un objet prépondérant parmi ceux servant de décoration afin d'orner les demeures. La caractéristique principale de ce type d'objet est qu'il relève d'une pratique essentiellement répandue parmi les femmes, notamment les maîtresses de maison qui choisissent des objets pour décorer l'intérieur de leur demeure. Les objets choisis sont a priori des objets manifestement sans valeur intellectuelle, mais ces objets qui n'ont pas de valeur intellectuelle ont une signification personnellement et sentimentalement importante pour leurs possesseurs. Dans les archives du musée Guimet se trouve environ une quarantaine de cahiers manuscrits de Clémence Lennery, dont 5 inventaires. Il dénombre 6286 pièces, comme Charpie a présenté. Je vais exagérer. Mais ça va, parce qu'il y a une dotation et après ça a augmenté. Et aussi le cahier, elle s'est trompée, elle a fait le double numérotage, elle le déplace. Donc savoir exactement le nombre de pièces qu'elle a achetées par les inventaires, c'est impossible. La description montre qu'elle a commencé à collectionner des objets asiatiques quand elle avait encore une vingtaine d'années. Le déclenchement de la collection des objets de l'Extrême-Orient doit être lié au lien avec sa famille. Dans les inventaires, nous pouvons trouver les descriptions de la collectionneuse comme 2 très beaux éléphants de chez ma tante donnés par un neveu. Si on se reporte à l'inventaire fait par Clémence, c'est l'un des objets les plus précieux de sa collection. La nomenclature des objets qu'elle a reçus par les membres de sa famille sont très hétérogènes. Une coque de cristal, un coquillage, une potiche de Delft, etc. Ce ne sont pas du tout des objets asiatiques.
Si elle avait une intention de créer un musée des objets de l'Extrême-Orient, elle n'avait pas besoin d'inscrire ces objets. Comme déjà mentionné ci-dessus, elle a demandé de ne pas déplacer des objets. Le souhait de la collection était assez évident. Elle a voulu garder son théâtre de mémoire en tant que tel. Je prépare brièvement... Je continue. Je parle brièvement d'autres caractéristiques que nous pouvons évoquer par l'étude des inventaires. Il y a 3 points qu'on peut remarquer. Elle utilise beaucoup de mots subjectifs comme joli, très joli et magnifique, méchant, laid, particulièrement pour décrire les chimères. Pour les Netsuke, les mots admiratifs ne sont pratiquement pas vus comme si la collectionneuse s'interdit elle-même de les utiliser. Les prix de Netsuke va de 5 à 15 francs, maximum à la fin de sa vie, le prix, il y a Netsuke 40 francs, et ça s'arrête ça. Mais les chimères sont plus coûteuses. Pour cela, nous savons déjà que la chimère était un type d'objet pour lequel elle avait un attachement particulier. Deuxièmement, comme son envie a été de créer un poème de couleurs, effectivement, nous trouvons des descriptions des couleurs très riches. Par exemple, bleuâtre, bleu clair, bleu saphir, bleu turquoise, bleu moderne, bleu de pluie, rouge de Tonkin, etc. Troisièmement, dans les inventaires, Clémence décrit des objets de manière personnelle. Une statuette rassemblant à ma sœur. Une tortue poterie jaune que Dennery dit pour faire des pâtes. À pâté, pardon. La description est liée à sa vie quotidienne et beaucoup son entourage. Au lieu d'inscrire le nom de artisanaux qui ont fabriqué des objets, les inventaires ont plutôt le caractère d'un journal intime que de recherche savante. Lorsque la dotation a été décidée, elle dit « J'éprouve maintenant la satisfaction d'une mère qui aurait marié sa fille ». L'attachement sentimental et estimation très personnelle et la présentation des objets. Comme le dit si bien Manuel, ces bibelots s'inscrivent dans une pratique de la collection de plus en plus personnelle qui revient à écrire une forme autobiographique matérielle. La mémoire, le souvenir et le temps s'incarnent dans les objets et les inventaires de Clémence Dennery. Avec cette manière de voir, le premier conservateur a dit que sa façon de mettre des objets dans les vitrines n'était pas celle de véritables collectionneurs. Mais cet aménagement particulier, frappant avant tout le regard, a l'avantage d'être plus clair pour les gens qui ne sont pas initiés. Ça, c'est le discours c'est tout à fait l'idée de la ségrégation qui a été donnée à l'époque, écrit Clegg Clunus, je cite, à l'époque de la création des grands musées au milieu du XIXe siècle, une conception masculiniste de la collecte sépare les activités scientifiques de taxonomie et des catégorisations de domaines de la simple accumulation. Un peu pour enfoncer le clou, oui, dire, on ne va pas revenir sur le sexisme tout à fait ordinaire au XIXe siècle, mais ce processus, vous l'avez vu, d'effacement de Clémence Dennery au moment du legs et de l'intégration comme musée, et en fait se trouve, à mon sens, peut-être dans tous les musées, où il y a toujours un effacement en fait. L'intégration d'un musée est un effacement, on l'a vu, un effacement des testaments, mais aussi une opération d'effacement des origines. Je ne reviens pas sur les débats actuels, sur la question des provenances, mais en fait, c'est à mon avis du même ressort. On va parler un peu de commerce après. On est toujours dans un... Quand les objets entrent et deviennent objets de musée, il y a toujours une sorte d'opération d'effacement de l'histoire de la collection. On présente toujours l'histoire de la collection et en même temps, en faisant ça, on efface toujours une grande partie de l'histoire. Là, ce qui est formidable, c'est qu'a été, comme tu viens de le montrer, Kazuko, on a la totalité de ces cahiers qui sont des sortes d'autobiographie matérielle
Là encore, quand on regarde toutes les pratiques de collection, on a la même chose, c'est-à-dire le journal de collectionneur, le journal de bibliothèque qui va raconter, alors on peut penser à Charles Schreiber qui fait un peu le tour de l'Europe, enfin voilà, on a des figures femmes aussi très imposantes. Mais en fait, à petite échelle, on peut trouver dans la petite bourgeoisie des collections de bibelots de petits éléphants en ivoire mis sous une petite vitrine avec un petit texte dans un journal intime, dans un album photo, etc., qui va raconter la constitution de cette collection. Et tu l'as très bien dit, c'est finalement l'histoire de cette constitution de la collection qui fait sens. En gros, c'est ce qui est dit notamment par Walter Benjamin, mais la pièce qui manque toujours, la pièce oui, au centre de toutes ces pièces collectionnées, c'est le collectionneur ou la collectionneuse elle-même ou lui-même, ce qui fait effectivement qu'à sa mort, de toute façon, en fait, on perd une grande partie du sens intime, sentimental de cette collection. Ce qui est frappant aussi, c'est tout le discours sur, en gros, c'est une collection de bric et de broc, il faut dire les choses, c'est-à-dire avec des choses contemporaines, des choses anciennes, des choses achetées, énormément de choses achetées dans les grands magasins, le Bon Marché, les grands magasins du Louvre, etc. Et puis des choses achetées chez des magasins spécialisés, chez Madame Langvel, mais chez Bing, chez... Voilà. Je crois que tu as dénombré 75 marchands, on en reparlera tout à l'heure. Mais c'est pour vous dire qu'on est dans des domaines qui ont l'air, vu d'aujourd'hui, vu depuis les musées, des registres très différents. Je veux juste insister sur une chose, c'est qu'en fait, dans tous les collectionneurs masculins que j'ai croisés fonctionnent de la même façon, s'écrivent des autobiographies, rassemblent autour d'eux des objets achetés à peu près n'importe où. On reviendra sur les grands magasins qui sont à l'époque pas du tout coupés de ce marché-là, qui sont complètement articulés avec. Mais en tout cas, on procède toujours de cette organisation. Les Goncourt, qui sont d'un épouvantable sexisme dans leurs textes, font en fait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'ils rassemblent autour d'eux avec effectivement simplement un discours historique, en gros, qui va venir appuyer ça. C'est assez frappant, vous avez vu l'intégration au début où elle dit « je suis ignorante ». Voilà. Là, Pauline Guyot aurait été tout à fait, comment dire, diserte sur le sujet. C'est qu'on a l'idée à l'époque qu'une femme collectionne selon ses caprices et ses attachements, alors qu'un homme procède à une logique historique et savante. Encore une fois, j'insiste, quand on voit les pratiques dans les ventes aux enchères, les pratiques privées, on est sur des logiques multiples. Et ce que j'ai pu voir chez les hommes collectionneurs, c'est qu'effectivement, on affiche une collection de type historique ou de type même parfois régional. On collectionne des objets liés à sa région d'origine, voilà, etc. Mais à côté de cette collection, on a tout un tas d'autres collections. C'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer qu'on est monomaniaque, et tu le dis très bien. En fait, c'est dans un même mouvement qu'on collectionne des chimères, mais aussi les bibelots de famille transmis par les testaments, etc. etc. Donc il y a cette circulation qui me paraît essentielle. Et encore une fois, les archives sont géniales et il ne faut pas les trier. C'est-à-dire que je pense qu'il faut tout prendre ensemble. Et c'est ce qui permet de comprendre ce qu'on pratique à ce moment-là. Et puis peut-être deux autres petites remarques que tu as évoquées. Le fait que Adolphe d'Henry soit un grand dramaturge à l'époque, très oublié aujourd'hui, c'est assez marrant. Hein, finalement, on connaît peut-être plus Clémence d'Henry aujourd'hui que le dramaturge Adolphe d'Henry. Je ne pense pas que vous ayez beaucoup dans vos bibliothèques d'ouvrages d'Henry et que vous alliez voir des pièces de d'Henry. Mais donc il y a un retournement. Par contre, c'est assez significatif que lui soit rattaché au monde du théâtre. Je le signale juste parce que ça participe de ce moment de la collection. C'est que tout le monde... On va par... Enfin, oui, je vais dire ça comme ça. Quand vous allez au théâtre dans ces années-là, vous avez aussi tout un tas de pièces japonisantes. On peut penser à Ieda, par exemple, en 1879. Grand succès. Et je dis ça parce que sur scène, vous allez avoir des collections de bibelots mis en scène par des tapissiers, cette fois pas décorateurs, mais des tapissiers de théâtre, et que souvent on va pouvoir les acheter, ces bibelots sur scène. D'accord ? Donc il faut penser qu'on a une sorte de mise en scène de la marchandise, on en reparlera, mais qui relève de cette logique du biblotage, du plaisir d'acheter, de faire des trouvailles. Et je vais juste terminer là-dessus. Avec cette idée, il y a une énergie mise, très forte,
déployé par le commerce pour faire oublier que c'est du commerce, puisque vous le comprenez, les collectionneuses et les collectionneurs demandent à rassembler des trouvailles, des récits, et pas des affaires commerciales. Et c'est très différent. Et donc on parlait des grands magasins tout à l'heure. Dans les grands magasins, on a aussi des mises en scène de théâtre, des petits théâtres vraiment avec des acteurs, etc., où on va pouvoir acheter des bibelots. Et puis les grands magasins vont organiser des sortes de galeries d'exposition qui se présentent comme non commerciales, qui sont des espaces comme ça, dans lesquels on est là pour apprendre. Et puis en fait, on peut quand même acheter des bibelots après. Voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a constamment un jeu sur ce qui est commercial et ce qui ne l'est pas, et une mise en scène de la trouvaille qui va avec cette idée d'un récit intime qui s'attache à chaque objet. Je m'arrête là, puis on y reviendra sans doute en parlant du commerce. Oui. Toute sa vie, Clémence s'est passionnée pour la recherche de trouvailles, comme Manuel a dit, dans les boutiques parisiennes. Contrairement à Émile Guimet et Henri Tchernovsky, par exemple, pour les prendre en exemple, elle a collectionné des objets sans jamais se rendre dans les pays d'où il était originaire. Les objets de Clémence sont de pures trouvailles dénichées dans les boutiques de la capitale. Et cela offre une typologie d'objets vendus dans ces boutiques de curiosité et les commerçants de l'extrême-orient parisien de l'époque. Avec les inventaires, l'origine d'achat de plus de 3000 objets a pu être identifiée par de Boli et Prost. C'est le premier chercheur qui a fait l'étude de musée d'énergie. Mais j'ai de mon côté pu identifier pour le moment 88 boutiques de curiosité parisiennes où Clémence a acheté des objets. Les boutiques de curiosité où elle a acheté les plus d'objets sont chez Bean, comme Manuel a évoqué le nom de boutique, Compagnie Cale de la Chine, Florine Longueville et Le Bon Marché. Chez Tadamasa Hayashi, il est connu comme un acteur de japonisme, elle a acheté également à peu près 100 objets chez lui. Voici une carte réalisée par Manuel lors de ses recherches sur la répartition de boutiques de curiosité à Paris en 1893. Sur la droite, sur la gauche, pardon. Une carte que j'ai à cette droite, sur la carte, une carte que j'ai réalisée et identifiant la position géographique des boutiques où Clémence a effectué ses achats. On remarque que sa pratique des boutiques est tout à fait comparable à celle de l'époque et s'inscrit pleinement dans une spatialisation établie par un manuel. Nous pouvons également remarquer que le choix des objets achetés par Clémence suit lui aussi la mode de l'époque. À gauche, l'image d'un catalogue d'objets de vitrine que Manuel a présenté dans son travail. Alors que la collectionneuse a collectionné exclusivement des objets de la Chine et du Japon, nous sommes obligés d'admettre qu'il y a des similitudes. Et cela doit être fabrication au Japon. Donc la plupart d'objets, je pense que c'est des objets japonais. Étant donné qu'elle n'a pas noté systématiquement le pays d'origine de chaque objet, les indices pour les reconnaître se manifestent par l'inscription de mots particuliers comme Netsuke et Bizen Satsuma. C'est les noms de régions qui fabriquent les céramiques. De ce geste d'inscription, nous comprenons que le geste de collection de Clémence a été déployé par fréquentation des boutiques. Lorsque les objets ont une provenance autre que l'achat, comme un cadeau d'amis, le nom de donateur est également inscrit. Son entrée ne porte pas sur le Japon ou la Chine, mais sur la constitution d'une sphère privée immédiate. Dans les archives du musée Guimet, nous trouvons quelques factures de l'achat de Clémence. Les deux factures sont deux des derniers achats de Clémence, avec avant son décès soudain des suite d'une pneumonie. Les achats effectués chez Florence Longueville,
4 boulevards indiens le 18 juin 1898 sont inscrits de 6271 à 6276 dans les inventaires. Et chez Pierre et Viret, 34 coups de 4 septembre, c'est l'adresse de la boutique, le 30 juillet dans le cahier, elle s'inscrit de 6280 à 6286. Manuel me propose de présenter quelques images de ces activités. Parmi ces prospectus, j'ai trouvé des boutiques qui commencent à acheter ces objets. C'est chez Mandarin, c'est chez Ibrahim, Réveil Frère, Guérin, Mikado, Kiryuko Shokaisha. Ces prospectus datent de 1980 à 1900. C'est la période où la collection de Clémence augmente considérablement. L'iconographie utilisée représente le Japon, cerisier, Mont Fuji, geisha, etc. J'aimerais travailler sur ces iconographies en m'intéressant aux objets vendus dans les boutiques. Mais ce que nous pouvons remarquer aujourd'hui, c'est qu'il n'y a aucune image de la Chine. Alors que tous les prospectus indiquent l'importation directe de la Chine, ils ne montrent que des produits japonais. Des précédents travaux sur le musée d'énergie remarquent que l'objet Netsuke est entré tardivement dans la collection et son entrée est probablement en grande partie liée à offre marchande. Toute l'explication de la naissance de Japonis commence par la participation du Japon aux expositions universelles de Paris en 1867, de Vienne en 1873. Les objets japonais de l'art décoratif ont alors reçu un accueil très chaleureux du public européen. Le phénomène s'est amplifié à l'occasion de l'exposition universelle de 1878 à Paris. En fait, cet engouement pour les objets japonais n'est pas seulement l'émerveillement de l'Occident. Le Japon a fait une sorte de soft power en diffusant rapidement et massivement ces artefacts. Avec l'ouverture plus large vers les pays étrangères, avec la traité amitié et de commerce avec des pays occidentaux, en 1858 en France, et la fondation du gouvernement de Meiji, le système social du Japon a été bouleversé. Dans cette circonstance, la politique du gouvernement japonais était Fukoku Kyohei, c'est littéralement enrichir le pays, renforcer l'armée. Pour cet objectif, le Japon a voulu renforcer l'exportation. Après 300 ans d'échanges limités avec des pays étrangers, le secteur industriel et mécanique était retardé. Mais durant l'époque de Edo, la culture populaire et la production des objets artistiques pour la vie quotidienne se sont développées à leur manière à l'intérieur du pays. Le Japon a utilisé le genre d'art décoratif qui s'appelle le Kogeihin comme un acte de la diplomatie. Comme on peut regarder avec l'exposition au Château Fontainebleau, c'est vraiment l'objet art décoratif a été vraiment un point fort du Japon à cette époque-là, même pour les Japonais. À travers de participation du Japon aux expositions universelles à partir de 1867 à Paris et un grand succès de l'objet décoratif au Japon en 1873 à Vienne, la politique japonaise prend la stratégie pour promouvoir l'exportation des objets décoratifs. Et aussi, il y a des raisons pour lesquelles l'exportation de ces genres d'objets ont été promus. Il y a majoritairement trois raisons. Je explique les 3 points. Premièrement, l'abolition de seigneurs. Il n'y a plus de système de patrons qui commandent aux artisans qui fabriquent des objets décoratifs comme Netsuke, céramique, etc.
le gouvernement doit trouver des solutions pour trouver une autre manière à cet artisan. Deuxièmement, la modernisation du style de la vie japonaise. Par exemple, le peuple japonais s'habille de moins en moins kimono. La consommation de netsuke est forcément diminuée parce que netsuke, c'est une sorte de bottin qui accroche sur le ceinture parce que le kimono n'a pas de poche. Troisièmement, en 1868, à la fondation du gouvernement de Meiji, il annonce que la religion officielle du gouvernement sera désormais shintoïsme. Avec cette décision, il y a beaucoup de patrimoine et artefacts bouddhiques qui ont été vendus. Et ces factures ont beaucoup contribué à la démocratisation des objets japonais en Europe. De ce point de vue, c'est logique que les monstres aient acheté des netsuke plus tardivement que les chimères chinoises. Ces achats se contenant ont un sens de suivre l'évolution du marché. Et aussi, des artisanats de netsuke fabriquent des petites statuettes qui s'appellent okimono, ces objets proposés, destinés à l'exportation principalement. C'est exactement ce que nous trouvons dans la vitrine du musée d'Ennery. Parmi les prospectus, nous trouvons encore celui de Kiryu Kosho Kaisha. C'est cette entreprise qui a été subventionnée par le gouvernement japonais pour sa fondation, a ouvert sa boutique en 1878 à l'occasion de l'exposition universelle de Paris. Hayashi Tadamasa, un grand marchand et un acteur majeur de japonisme, était au début employé de cette entreprise. Sur le côté gauche du prospectus de Kiryu Kosho Kaisha, objet montré est celui qui a été présenté à l'exposition universelle. La participation aux expositions était un moyen important pour le gouvernement japonais d'étudier le marché occidental afin de vendre des produits japonais. Le Japon a étudié le goût des clients européens et a adapté la fabrication des artefacts pour l'exportation. Et aussi le consulat qui se trouve dans des pays étrangers, ils ont fait régulièrement rapport pour envoyer au Japon quel type d'objets vendent bien dans des pays étrangers. La collection, les inventaires et les factures de Clémence montrent la situation socio-culturelle de l'époque. Le fait que Clémence soit une femme mondaine et qu'elle dispose d'une collection si riche et pourtant si négligée ont participé à l'exclure de l'histoire de collection et devenir marginale dans les études de l'histoire de l'art. Mais il nous offre autant de possibilités d'études de la collection, de la marché et de la société de la seconde moitié du XIXe siècle. Merci. Et est-ce qu'on peut juste compléter avant qu'on échange, enfin compléter, appuyer simplement. Je pense que c'est très important ce que tu dis sur le fait qu'il ne faut jamais oublier ça, c'est-à-dire ce goût du 19e siècle européen, français, anglais, allemand, pour des territoires exotiques, fait que les productions, ça change, ça colonise les imaginaires. Et le Japon, vous le savez, a une politique très volontariste à partir des années 1860. Il va effectivement adapter sa production à l'export. Il y a un signe qui ne trompe pas aussi sur ce nouveau marché qui s'ouvre, c'est que les copies chinoises débutent à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on trouve beaucoup de copies d'objets japonais faites en Chine, même avant en fait, dès les années 1850. On va massivement exporter. L'autre chose que je voulais souligner, et c'est très riche, encore une fois, en partant d'un fonds privé, d'une collection de factures, etc., on est obligé de regarder les choses de près, des choses qu'on ne comprend pas, et du coup c'est là qu'on comprend des choses. Dans toutes les factures que tu signales, quand tu signales qu'il y a 4, j'avais dit 75, c'était une erreur, donc 88 lieux d'approvisionnement, c'est pas rien, juste dans Paris. Ce qu'il faut se dire qu'on trouvait du bibelot japonais dans 88 boutiques à Paris. Tu as cité Bing, Langwell, que vous connaissez toutes et tous. Enfin, si on enlève Langwell et Bing, il reste 86 boutiques, dont 80 inconnues, on va dire ça comme ça. C'est pour vous dire que dès l'époque, vous avez du japonais un peu partout, et il faut se défaire de l'idée qu'il y a des boutiques, il y a une spécialisation des boutiques, mais vous avez énormément de boutiques qui sont de la curiosité
du tout venant, de la curiosité, on va dire. Et du coup, avec des circuits commerciaux assez difficiles à reconstruire, je veux juste vous donner 2 exemples en ayant essayé de travailler sur, en essayant de repérer d'où pouvaient venir, comment venaient ces objets japonais. Parce qu'il y a une spécificité du Japon qui est, vu la fermeture, puis l'ouverture, puis la place de l'État, on a l'impression, notamment Bing qui signe des contrats d'exclusivité, on a l'impression que le flux est évident. Il y a un seul parcours pour les objets. En fait, quand on regarde à partir des factures et quand on regarde dans les archives de Fate notamment, les parcours sont beaucoup plus tortueux. Je vous donne juste deux exemples. Vous avez aussi énormément d'objets japonais qui vont arriver sur la côte ouest américaine dans le même temps. Los Angeles devient une espèce de point d'entrée très fort pour les objets, les curiosités japonaises, avec plutôt des consommateurs du côté de New York. Donc en gros, les objets traversent à la fin du 19e siècle le continent nord-américain. Et j'ai pu trouver moi des antiquaires qui font encore une fois dans tout type d'objets, donc qui emmènent des vieux morceaux de château français à New York pour les Golden Boy qui se refont des intérieurs, mais qui repartent aussi par exemple avec des objets japonais. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des circuits très nombreux, très compliqués. C'est aussi parce qu'il y a tout un réseau de messageries maritimes, pour dire les choses rapidement. Et je vous signale aussi juste un exemple, et c'est pas ma spécialité, vous l'avez compris, mais je pense que là il y a des vraies enquêtes assez excitantes à mener. Après 1869, le canal de Suez devient le principal axe de passage des bateaux. Et à Port Saïd, vous avez, c'est Claudine Piaton qui m'a signalé ça, vous avez pas mal de boutiques spécialisées dans les objets chinois et japonais. Donc ça devient une espèce de hub où ça va pouvoir être après dispatché dans plusieurs espaces géographiques. Donc vous voyez qu'il y a des constructions multiples et compliquées qu'on peut et qu'il faut reconstruire finalement en partant, parce que c'est des choses un peu invisibles, et puis on n'aurait pas l'idée, en fait, quand vous travaillez sur la vente de bibelots japonais, d'aller voir Port Saïd, par exemple. Mais en fait, quand vous repartez de ces commerces, de ces factures, vous remontez comme ça vous contraint en quelque sorte à reconstruire des circuits réels. Ouais, je vais m'arrêter là. Sauf si tu veux peut-être compléter. Oui, la dernière chose, c'est le sujet que j'ai Emmanuel travaille également. Pour fonder le musée, le conservateur a vendu d'autres choses qui sont restées à l'hôtel particulier pour avoir d'argent pour le musée. Ils ont vendu tous les trucs qui restent. Ils ont vendu à l'hôtel de Roth en 1906. Donc peut-être tu peux dire quelque chose. Oui, avant qu'on discute, mais c'est évidemment un lieu central, Drouot, à ce moment-là, les ventes aux enchères, pour acheter. Alors Dennery achète peu de ce que j'ai vu à Drouot, alors que d'autres collectionneurs y vont parce qu'il y a une sociabilité assez centrale dans l'idée d'aller collectivement élire des objets et leur donner une valeur collectivement. Mais on va aussi revendre. Dans ce qu'on disait tout à l'heure sur les circulations, et ce sera pour finir, il faut se dire aussi que continuellement au XIXe siècle, vous avez des ventes de collectionneuses, de collectionneurs, de militaires, de fonctionnaires, de marins, etc., qui font qu'il y a en permanence une espèce de rebrassage de toutes les collections, et qu'une grande partie des circuits que j'évoquais, des 88 boutiques qu'on évoquait tout à l'heure, se nourrissent aussi à Drouot. Et là, je signale qu'il y a 1000 enquêtes à mener, puisqu'on a une grande majorité de ces archives, conserve aux archives de Paris, de ces archives des ventes aux enchères, et qu'on peut reconstruire une partie des circuits à partir de là. Il nous reste un petit moment pour les questions, échanges, critiques, remarques. Je ne sais pas si... Est-ce qu'elle tenait salon? Est-ce que cet intérieur a été vu de son vivant, en fait, donc avant que ça soit transformé en musée? Mais est-ce qu'on a des témoignages de sociétés intellectuelles de l'époque qui seraient allées dans ces salons, en fait, il y en a. Ces entrages connaissaient la collection de Clémence.
Et d'ailleurs, en 1859, Edmond de Goncourt, à cette époque-là, il était proche ami de Clémence. Donc il est allé voir à la collection et il a été étonné qu'elle a tellement elle a des chimères, 150 chimères chinois. Mais journaux de temps en temps, les journaux mentionnent que Clémence a collection des objets, mais jamais en tant que collectionneur. Elle n'a pas été considérée comme collectionneur publiquement jusqu'à vraiment le moment qu'elle annonce son souhait de dotation à l'État. Mais elle a été toujours attribuée à le compagnon de son mari. Mais on savait que... oui. Non, ça veut dire qu'elle tient salon, des gens voient la collection, mais ne la considèrent pas comme une collection, elle la considèrent comme une décoration. C'était vraiment... On va chercher du côté des correspondances privées plutôt que des journaux, parce que les journaux ne la considèrent pas comme collectionneuse, d'accord, mais dans les correspondances privées, est-ce qu'il n'y a pas d'autres témoignages? Jusqu'à avant qu'elle a une envie de donner ses objets à l'État. Même Guimet ne savait pas apparemment, parce qu'il y a une lettre qu'elle a adressée à Guimet, et Guimet a dit que c'est la collection très riche, mais c'est vraiment très très tard. C'est vraiment juste avant qu'elle déclare sa dotation à l'État. Donc, elle n'a pas été vraiment considérée comme collectionneuse. Et après, de ce que j'ai vu, en tout cas dans les correspondances, j'ai vu peu de choses, moi, sur Dennery. Je pense à Philippe Burti, à tous les collectionneurs. Et après, c'est la question qu'on évoquait tout à l'heure, c'est qu'une partie des correspondances ordinaires, mondaines, sont perdues, en fait. N'ont pas été... très peu été conservées. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un. Oui, mais allez-y. J'ai deux questions en fait. Une concerne le DE, donc j'aimerais que vous parliez un petit peu de lui. Et puis l'autre, j'ai un souvenir, mais je ne crois pas que je me trompe, qu'à Villers-sur-Mer, où ils avaient une villa, il y avait aussi un aménagement de la collection d'Henry. Enfin, quand j'étais enfant, j'ai vu ça à côté des fossiles, il me semble. Et donc il y a aussi toute une sociabilité, comme vous le savez, de villégiature. Qui se passait là sur la côte normande. Voilà, c'est aussi cette autre question. Elle avait eu deux maisons campagne, et l'une était sur Villers-sur-Mer, oui, et l'autre est Antibes. Et effectivement, elle avait ses collections dans chaque maison. Et en 1893, pour assembler les objets, elle a amené tous les objets à Paris. Et à ce moment-là, elle fait le travaux d'aménagement également. Il y a eu une époque où une partie de la collection était présentée dans une aile du syndicat d'initiative à Villers-sur-Mer. Ah oui. Ouais. Ah oui, ça je ne savais pas. Quand j'étais enfant, c'était... Ah oui, d'accord. Merci beaucoup pour cette information. Là-dessus. Ouais. Donc, mais ensuite, je ne sais pas, c'est peut-être là c'est plus dans l'histoire du musée Guimet. Enfin, je ne sais pas pourquoi c'était là. Peut-être que c'était parce que l'avenue Foch n'était pas ouverte et que du coup ils en présentaient un petit peu, je ne sais pas. Probablement oui, parce qu'il y avait une époque où ils ont fait l'aménagement, parce qu'il y a une époque dans les années, je ne sais pas si à partir de 1953 jusqu'à 1996, en rez-de-chaussée, le musée arménien a été installé. Donc peut-être il y avait travaux et à ce moment-là, le musée probablement a été fermé. Donc il y a aménagement. Après, le musée arménien a quitté le lieu. Mais ça y est plus, à un moment donné, il faudrait poser la question au syndicat de oui. Merci beaucoup pour cette information. Après, c'est et sur le DE Deuxième question. Sur le DE, Paul DE. Oui. Ouais. Simplement, si vous pouvez en dire un petit peu plus long sur ce conservateur qui semble quand même beaucoup avoir travaillé avec des collectionneurs. Ah oui. En fait, la grande partie de l'archive qu'on trouve, c'est les travaux c'est le nom d'artiste
Et à l'origine de l'objet, ces tours ont été identifiées par lui. Et aussi, tous les ventes à l'hôtel de route aussi, c'est lui qui était en charge. Donc, moi, ça m'intéresse beaucoup le travail de Dehaye, comment il a construit le musée. Parce que Dennery a décédé soudainement. Donc, je pense que par rapport à l'âge, différence de l'âge avec Clémence et son mari Adolphe-Philippe Dennery, elle avait imaginé que c'est elle qui vit plus longtemps. Ouais. Mais elle a décédé en Soudan, donc le projet de musée de Clémence Dennery s'est arrêté. Donc c'est Dehaye qui a succédé, mais forcément ça n'a pas été ce qu'elle avait voulu. Parce qu'au début, quand elle a tout aménagé, elle a utilisé le rez-de-chaussée aussi. Mais Dehaye n'a pas utilisé le rez-de-chaussée pour le musée, mais par contre, à partir de 1900, il y a une bibliothèque de société franco-japonaise. C'est un groupe de savants qui a fait des activités, a organisé des séminaires pour présenter, pour faire l'exposition plutôt liée au Japon. Ouais. Et il était un membre également. D'accord. Merci Madame pour ce bel exposé. Ça fait plaisir de voir d'autres personnes qui travaillent sur Madame Dennery. Ça va nous apporter des fans. J'aurais une question qui rebondit un peu sur la question du premier monsieur qui a posé une question par rapport à la collection et le statut du collectionneur. Donc à cette époque-là, est-ce qu'une femme pouvait se dire collectionneur? Donc, moi je vous dirigerai vers sa correspondance avec Henri Rougeant, par exemple, où elle présente la collection. Et puis, la vraie question, donc là c'est après monsieur, mais que faites-vous de cette période quand elle déclare le musée? Elle est entourée de monsieur Biardot, vous avez montré Dehaye, Clémenceau. Quelle partie revient à Madame Dennery et quelle partie à ces messieurs qui l'entourent, qui mettent en scène la Et je pense qu'on partage la même question en fait. Voilà. Et puis une dernière question qui serait peut-être intéressante, c'est Dehaye, il a aussi aménagé le musée Sernucci. Ah oui. Donc comment était cette mise en spectacle chez les deux collectionneurs? Ça c'est aussi ma question pour ma thèse. Parce qu'effectivement, comme je l'ai dit, Biardot, il semble que c'est Georges Clémenceau qui a présenté, on dit que c'est Georges Clémenceau qui a présenté Biardot à Clémence Dennery. Et et aussi, après son décès en 1900, ils ont fondé la Société franco-japonaise, ce groupe de savants. C'est composé par les hommes. Dans ce cas-là, c'est vrai qu'après, quand elle a dit qu'elle veut donner ses collections à l'État, il y a tant des hommes qui rassemblent alentour de collections de Clémence Dennery. Et je pense que vous avez dû évoquer dans votre livre qu'en 1993, le collectionneur connu comme japonisant a essayé de donner l'objet japonais au Louvre. Mais ça a été refusé par le Louvre. Donc, ils ont voulu promouvoir l'art japonais. Ils ont cherché le moyen. Et c'est une hypothèse, vraiment hypothèse, mais Dennery a annoncé son souhait de donner ces objets. Dans ce cas-là, peut-être il y a une chance que ces gens avaient pensé que c'est une bonne occasion pour faire vraiment, pour avancer le projet de dotation à l'État. Mais peut-être la statue de collectionneuse à cette époque, c'est plutôt... On en parlait tout à l'heure. Il y a le livre d'Elisabeth Emery sur les collectionneuses d'art japonais au 19e siècle. C'est un livre qui est sorti l'an dernier, je crois. Essaye d'explorer ça. Moi, j'ai pas le sentiment qu'il y ait des femmes qui soient reconnues comme collectionneuses. Ou en tout cas comme collectionneuse capable de créer une collection scientifique. Voilà, donc
Et pourtant, évidemment, enfin encore une fois, on l'a dit dès le début, c'est parce qu'il y a une opération en quelque sorte d'effacement. En fait, c'est ça la curiosité, c'est que dans la vie mondaine et dans la vie commerciale, il va de soi que les femmes sont collectionneuses. C'est vrai aussi à Drouot, c'est vrai, enfin, elles sont décrites partout, elles font salon, elles échangent entre elles des objets, etc. Mais l'idée qu'elle puisse être reconnue comme à la source d'une collection savante, ça, c'est carrément, à mon sens, absent. J'avais essayé de m'intéresser aux sociabilités de tous ces petits collectionneurs. Dans les boutiques, par exemple, les femmes sont très présentes, même dans les réunions d'échange, les réunions autour de certains sujets, etc. Et puis, dès qu'on est dans les réseaux en lien avec les musées, je pense à Eugène Mauban, par exemple, qui fait circuler des caisses d'antiquités, alors pas spécialement japonaises, un peu de tout du monde entier, entre des réseaux de collectionneurs où on va s'échanger des objets, en fait. Là, il n'y a plus que des hommes. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de partition quand même très forte. Et ce que tu disais, je pense, c'est important, c'est aussi une idée assez... Même s'il y a des récits de femmes voyageant au Japon et biblotant, il y en a quelques-uns quand même. Il y a un récit d'une Parisienne à Shanghai et est-ce qu'elle va jusqu'à Tokyo, je ne sais plus. Mais globalement, il y a l'idée que l'espace de chasse, entre guillemets, du bibelot pour les femmes, c'est Paris, c'est la ville. Et puis les hommes, eux, sont dans des réseaux beaucoup plus internationaux. Voilà, je pense que ça recoupe ça, même si, vous l'avez vu, toutes les boutiques annoncent l'importation directe, c'est-à-dire avec l'idée aussi d'une sorte d'authenticité des objets qui arrivent. L'idée quand même, c'est que la constitution d'une collection savante nécessite une prise directe avec le territoire, qui est quand même pas beaucoup le cas des femmes à l'époque. J'ai bien dit que c'est une idée, on est d'accord, on est tout à fait d'accord. Mais quand même, elle, entre elles, vous disiez, il y a des échanges entre les femmes, il y a un peu deux circuits parallèles. Elle se voit comme... Est-ce que, donc s'il y a des échanges d'objets, il y a peut-être aussi des échanges de correspondance. Donc j'imagine qu'elle se voit comme des collectionneuses, mais est-ce qu'elles ont aussi un discours autour de leur collection qui consiste, qui développe un peu comment elle se construit, qui lui donne un sens plus que juste ce qu'on peut présumer de par l'ordre d'accumulation. Ouais. Juste un mot, on nous fait signe qu'il faut s'arrêter pour ventiler la salle, c'est ça? Oui, on peut répondre à la dernière question. Voilà, bon, d'accord. Non, j'y vais? Oui. Oui, mais on l'a vu d'ailleurs dans l'exemple montré, je pense qu'une grande partie des collectionneuses à l'époque intègrent elles-mêmes cette domination masculine, pour dire la chose simplement. On l'a vu, elles se présentent comme ignorantes directement. J'ai vu aucun homme se présenter comme ça tout en collectionnant quand même des objets. Donc je pense que c'est une histoire d'un autre registre, mais évidemment qu'on voit au XIXe siècle des femmes se construire un savoir autour de ces objets. Je pense juste que de fait, vu la partition, on se présente sur des registres différents. On a très peu d'espace pour se présenter autrement. Mais par ailleurs, elles ont quand même un discours, même si elles n'utilisent pas le mot de collectionneuse, elles peuvent avoir en vrai un discours. Ah oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... tout à fait intéressant scientifiquement. Non, c'est sûr. Ouais. Sauf qu'on n'en a pas de traces, c'est ça qui est intéressant. Enfin, c'est-à-dire qu'on a très peu de traces de ça, puisque les conventions et l'espace public font qu'il n'y a pas la place pour cette expression-là. J'exagère un peu, mais quand même, on en trouve très très peu, quoi. Donc je crois qu'on est obligé de s'arrêter. Merci. Merci beaucoup.